Hors d'ici, jeune femme, ce camion vaut plus que votre vie. Le contremaître hurla cela tandis que les chauffeurs routiers riaient, la laissant seule sous le soleil, serrant sa vieille mallette comme si elle était un objet de dérision. Et personne ne fit rien lorsqu'il repoussa son ordinateur portable et se moqua. Mécanicienne de bord de route, vous ne servez qu'à salir le moteur, pas à le réparer. Elle prit une profonde inspiration, fit un pas en avant, et au moment où elle toucha le Scania, le silence s'installa, car personne n'imaginait ce que cette jeune femme allait faire à partir de ce moment-là. Si vous aviez été là, l'auriez-vous défendu? Dites-le-moi en commentaire. Le soleil de midi tombe comme du plomb fondu sur l'asphalte de la N10, une route qui traverse l'intérieur d'une région du sud-ouest comme une cicatrice grise au milieu de la garrigue desséchée. La chaleur est si intense qu'elle forme des vagues de mirage sur la route, faisant danser et trembler la ligne d'horizon comme si l'air lui-même fondait. Le paysage environnant est d'une beauté aride et brutale. Des arbustes tordus, une terre rouge qui s'étend à perte de vue, et un ciel bleu si clair qu'il fait mal aux yeux. Le silence du cœur de cette région aride n'est rompu que par le chant strident des cigales et le souffle chaud du vent qui soulève des tourbillons de poussière sur le bord de la route. Au milieu de cette immensité, garé sur l'accotement comme un géant endormi, se trouve un camion Scania R580, un monstre de métal bleu marine qui porte sur son dos une fortune. Des équipements de forage pétrolier enveloppés dans des bâches noires, attachés avec des cordes épaisses comme des bras d'hommes, évalués à 8 millions d'euros. La cargaison appartient à une multinationale qui fore des puits dans le sud-ouest. Et le délai de livraison est si critique que chaque heure de retard coûte 50 000 € en pénalité contractuelle. Mais maintenant, le camion est complètement éteint, mort, son moteur silencieux comme un cœur qui a cessé de battre. Et 3 spécialistes, avec tous leurs diplômes et certifications internationales, ne parviennent pas à le ressusciter. Martial Dubois, un Parisien de 42 ans, la peau bronzée par le soleil et une barbe de 3 jours, est accroupi à côté du camion, un ordinateur portable d'ailes sur les genoux. Il hoche négativement la tête en regardant l'écran rempli de codes d'erreur clignotant en rouge. « Ce truc est vraiment mort, vous savez ?» dit-il d'un ton agacé, la voix lourde de frustration. Regardez ces codes, P0335, P0340, P0605. Tout est en panne, le module d'injection a vraiment grillé. De l'autre côté du camion, Henri Leclerc, un Lyonnais de 38 ans avec une coupe de cheveux militaire et une posture rigide, tient un multimètre numérique testant la tension de la batterie. Il note les valeurs sur une tablette avec une précision presque obsessionnelle avant de répondre « Négatif. La batterie est à 12,8 watts dans les normes. Le système électrique primaire est fonctionnel. Le problème est bien dans le CU, module continental EDC-17. Quand ça grille, il n'y a rien à faire. Il faut changer l'unité entière. » Mathis Rosales, un Argentin mince de 45 ans, la peau claire rougie par tant de soleil, sort de dessous le camion, tout sale de graisse et de poussière. Il s'essuie les mains sur un chiffon déjà immonde et hoche la tête avec un air de défaite. « J'ai déjà tout révisé le système d'injection », dit-il en mêlant français et espagnol, son accent prononcé résonnant sur la route vide. « Les injecteurs sont bons, la pompe haute pression aussi. Le problème est électronique, sans aucun doute. Ce moteur est cliniquement mort, les gars. » Les 3 hommes se regardent avec une expression d'impuissance absolue. Ils ont tout essayé au cours des 2 dernières heures. Ils ont réinitialisé le système, vérifié les fusibles, testé les capteurs, analysé le faisceau électrique point par point. Rien n'a fonctionné. Le diagnostic unanime est terminal. Le module électronique du moteur a grillé et le camion est devenu une ferraille de 8 millions d'euros, immobilisée au milieu de nulle part. Sous un soleil de plomb, à environ 5 mètres d'eux, adossé à une camionnette Ranger argentée, garée à l'ombre inexistante d'un chêne vert, se tient Étienne Bernard, un homme corpulent originaire de l'Est de la France, 48 ans, au ventre proéminent,
la peau claire rougie par le soleil du sud-ouest qu'il méprise tant. Il porte une chemise polo blanche de l'entreprise, un pantalon cargo beige et des bottes Caterpillar, qui doivent coûter plus que le salaire mensuel d'un ouvrier agricole. Son visage large et rond est rouge de chaleur et de frustration, et il tient un téléphone portable Samsung à l'oreille, criant d'un ton qui mêle désespoir et une rage mal contenue. « Comment ça? Il n'y a pas de module en stock à Montauban !» hurle-t-il avec un fort accent, sa voix grave résonnant sur la route. « C'est inouï ce machin. Il faut que ça roule aujourd'hui. Chaque heure passée ici coûte 50 000 € d'amende contractuelle. 50 000 ! Il entend quelque chose de l'autre côté de la ligne, et son visage devient encore plus rouge. « Lyon? Vous voulez que j'attende qu'un module vienne de Lyon? Ça va prendre 3 jours. 3 jours? Mon Dieu !» Il raccroche le téléphone avec une telle force qu'il manque de casser l'écran et jette l'appareil sur le siège de la camionnette. Son visage est violet de rage. Il se tourne vers les 3 techniciens qui le regardent avec une expression coupable, comme des enfants qui auraient cassé le jouet préféré de leur père. « Alors, les gars !» crie-t-il, sa voix portant loin sur la route vide. « Du nouveau? Ou vous allez rester plantés là comme 3 piquets ?» Martial se lève, essuyant ses mains sur son pantalon déjà sale. « Monsieur Étienne, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le module est grillé. Il n'y a aucun moyen de ressusciter ce moteur sans changer la pièce. » Henri, avec son ton professoral irritant, ajoute « C'est exact, le CU est entré en mode de défaillance catastrophique. Quand cela se produit, le protocole de sécurité bloque complètement le système. C'est le protocole Scania Standard pour protéger le moteur de dommages plus importants. » Mathis allume une cigarette, les mains tremblantes de nervosité. « Je suis désolé, chef, mais ce camion ne démarrera pas sans un nouveau module. C'est impossible. » Le mot « impossible » fait exploser Étienne. « Impossible? Je ne veux pas entendre ce mot. Vous êtes des spécialistes. Vous gagnez 15 000 € par mois chacun, et vous venez me dire que vous ne pouvez pas réparer un camion. » Les 3 baissent la tête, honteux. Le silence pesant n'est rompu que par le son du vent chaud et le bourdonnement lointain des cigales. Derrière eux, un petit embouteillage a commencé à se former. 4 camions et 3 voitures sont arrêtés, attendant que la voie soit libre. Certains chauffeurs descendent de leurs véhicules, curieux, formant de petits groupes qui discutent, et désignent le Scania arrêté. La chaleur est insupportable, et tous cherchent la moindre ombre misérable pour se protéger. C'est à ce moment qu'une Hilux rouge délavée, modèle 2010, à la carrosserie couverte de poussière de la route et quelques bosses qui racontent des années à sillonner le sud-ouest, s'arrête sur l'accotement de l'autre côté de la voie. Le moteur s'éteint avec un soupir fatigué, comme si la voiture elle-même était épuisée. La portière du conducteur s'ouvre avec un grincement de charnière non lubrifiée depuis longtemps. En descend une jeune femme mince, de petite taille, pas plus de 1,60. C'est Thaïs Dubois, 20 ans, peau mate hâlée par le soleil, cheveux noirs, lisses, attachés en une simple queue de cheval, avec un élastique déjà usé. Son visage est menu, avec des traits délicats, mais une expression déterminée qui contraste avec son apparence fragile. Elle porte une salopette bleue usée, tachée de graisse à plusieurs endroits, avec le nom « Atelier Dubois Montauban », brodé mais décoloré sur la poche de sa poitrine. À ses pieds, des bottes de sécurité vieilles et usées, la semelle déjà lisse à force d'usage. Elle porte une mallette à outils en métal rouillé dans une main et un vieil ordinateur portable Dell, couvert d'autocollants délavés de groupes de rock et de garages automobiles. Dans l'autre main, Thaïs traverse la route à pas rapide et déterminé, le soleil frappant de plein fouet son visage déjà en sueur. Elle s'approche du groupe d'hommes avec une expression sérieuse, mais polie, le maintien respectueux de celle qui a été élevée avec les valeurs de la campagne. « Bonjour, messieurs », dit-elle d'une voix douce mais ferme, son accent du sud-ouest prononcé, faisant résonner chaque mot comme une musique. « J'ai vu que vous avez un problème, puis-je jeter un coup d'œil ?» Le silence qui s'ensuit est absolu et lourd comme du plomb.
Les trois techniciens arrêtent ce qu'ils font et la regardent de haut en bas, comme si elle était une apparition bizarre, quelque chose de complètement hors de propos dans ce décor. Étienne, qui était de dos et téléphonait à nouveau, se retourne lentement. Ses yeux parcourent Thaïs de la tête aux pieds, avec un regard qui mêle surprise, mépris et quelque chose proche du sarcasme. La salopette usée, les bottes usées, la mallette rouillée, le vieil ordinateur portable qui semble avoir survécu à une guerre. Son visage déjà rouge de colère devient encore plus rouge. Et puis soudain, il éclate de rire. Un rire fort, cruel, incontrôlable, qui résonne sur la route vide comme un tonnerre annonçant une tempête. C'est le genre de rire qui n'a pas de joie, seulement une pure méchanceté. « Ah non !» crie-t-il entre deux rires, se pliant en deux et se tapant la cuisse. « Oh les gars, voilà la mécanicienne de bord de route. » Il fait des guillemets exagérés avec ses doigts, la voix chargée d'une moquerie qui fait mal comme un coup de poing dans l'estomac. Martial et Henri se regardent, mal à l'aise, mais le rire d'Étienne est contagieux d'une mauvaise manière, vénéneuse. Et bientôt, Martial laisse échapper un petit rire nerveux. « Écoutez, ma chère, » commence-t-il en essayant d'être gentil, mais en paraissant condescendant. « Je veux dire, jeune femme, ce camion n'est pas une mobilette, vous savez. Ce n'est pas une petite moto, c'est un Scania 580, système EDC, module continental. On ne répare pas ça avec du fil de fer et du ruban adhésif, vous comprenez ?» Thaïs garde son calme, respirant profondément pour contrôler le tremblement qui commence à monter de son estomac à sa gorge. « Je comprends, oui, monsieur. » Elle répond d'une voix ferme qui cache sa nervosité. « C'est pour ça que j'ai apporté mon ordinateur portable et mes outils adaptés. Si les messieurs me le permettent, j'aimerais me connecter au système et voir les codes d'erreur. » Henri croise les bras sur la poitrine, adoptant cette posture de professeur arrogant qui adore humilier les élèves. « Code d'erreur ?» demande-t-il avec un rire sarcastique. « Jeune femme, avec tout le respect que je vous dois, mes 3 spécialistes certifiés ont déjà analysé ces codes. J'ai la certification BOSS niveau 3, la certification continentale et une spécialisation en diagnostic électronique par Scania, Suède. Qu'est-ce qu'exactement une aide mécanicienne de bord de route va bien pouvoir voir que nous n'avons pas vu ?» Mathis prend une bouffée de sa cigarette et exhale lentement la fumée avec un sourire paternaliste qui est presque pire que le mépris ouvert. « Écoute, ma petite, » dit-il avec son accent argentin prononcé, « ce n'est pas pour vous, c'est compliqué. C'est un système allemand avec un logiciel européen. Il faut de l'expérience et une formation internationale. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Ne vous compliquez pas la vie, Thaïs. » Elle sent les mots comme des gifles, chacun laissant une marque invisible mais douloureuse. Son cœur bat plus vite et elle serre la sangle de sa mallette à outils avec tant de force que ses jointures blanchissent. Mais elle ne détourne pas le regard. Elle maintient ses yeux fixés sur Étienne. « Monsieur Étienne !» commence-t-elle d'une voix qui tremble légèrement mais ne se brise pas. « C'est comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? C'est écrit sur votre badge. » Elle fait une pause délibérée. « Je veux faire un pari avec vous. » Le silence est immédiat et absolu. Tous arrêtent de parler. Même les cigales semblent s'être tues. Étienne lève un sourcil, intrigué et surpris par l'audace de la jeune femme. « Un pari ?» demande-t-il avec un sourire moqueur. « Quel genre de pari, ma petite ?» Thaïs ne détourne pas le regard une seule seconde. « Donnez-moi une demi-heure avec ce camion, juste une demi-heure. Si je ne parviens pas à le faire démarrer, je pars d'ici, et vous pourrez rire de moi autant que vous voulez. Vous pourrez me traiter de tout, m'humilier comme bon vous semble. » Mais elle fait une pause et ses yeux brûlent d'une intensité qui fait même frissonner Étienne. « Mais si j'arrive à faire démarrer ce moteur, vous devrez faire une chose pour moi. » Étienne croise les bras, trop confiant, trop arrogant. « Et quelle serait cette chose, ma petite ?» La réponse de Thaïs tombe comme une bombe. « Vous devrez vous agenouiller ici devant tout le monde et vous excuser de m'avoir jugé sur mon apparence, sur mon origine, sur mon accent.
Le silence qui s'ensuit est si lourd et dense qu'il semble aspirer tout l'air autour. Les 15 hommes de l'assistance se regardent, certains les yeux écarquillés de surprise, d'autres avec des sourires nerveux. Martial, Henri et Mathis restent littéralement bouche bée, n'en croyant pas leurs oreilles. Étienne, un instant, semble réellement choqué par l'audace de la proposition, mais il retrouve ensuite son sourire arrogant, ce sourire de celui qui est absolument sûr de gagner. « C'est fait, ma petite », dit-il en tendant sa grande main moite. « Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, je veux que vous admettiez ici devant tout le monde que vous n'avez pas la capacité pour cela, que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne devriez pas être ici. C'est dit et fait. » Thaïs regarde la main tendue. Un instant, elle hésite, sentant le poids du moment, l'ampleur de ce qu'elle est sur le point de faire, mais elle pense alors à son grand-père Célestin, à ses mains calleuses qui ont érigé des bâtiments à Paris alors qu'il était humilié. Elle pense à toutes les personnes du Sud-Ouest qui ont été sous-estimées, méprisées, jugées. Et elle serre la main d'Étienne avec une force qui surprend l'homme corpulent. « C'est dit et fait », dit-elle. Et sa voix ne tremble pas du tout. La poignée de main est ferme et prolongée. Leurs yeux se rencontrent, et là, sous le soleil ardent de la N10, au milieu de nulle part dans le sud-ouest, leur destin à tous deux est scellé. L'assistance d'hommes autour commence à murmurer, certains pariant qu'elle échouera, d'autres espérant secrètement qu'elle réussira l'impossible. Et Thaïs, avec sa mallette rouillée et son vieil ordinateur portable, marche vers le Scania de 8 millions d'euros, prête à prouver que le talent n'a pas d'accent, n'a pas de région et n'a définitivement pas de genre. Thaïs marche vers le Scania à pas ferme, mais son cœur bat si fort qu'elle sent les pulsations marteler ses tempes. Le soleil est au zénith et la chaleur est si intense que l'air semble vibrer. Elle pose sa mallette d'outils au sol, à côté du camion gigantesque, et ouvre le vieil ordinateur portable d'elle, avec soin, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. L'écran met quelques secondes à s'allumer, et elle entend des ricanements nerveux venant du groupe d'hommes derrière elle. Oh là là, son petit ordinateur met du temps à s'allumer. Quelqu'un commente d'une voix moqueuse, « Il doit être plus vieux qu'elle. » Plus de rire. Thaïs ignore, concentrée. Elle sort de sa mallette une interface OBD qu'elle a elle-même montée avec des pièces de ferraille et des composants achetés sur Internet. C'est un engin étrange, avec des fils soudés à la main et une carcasse en plastique fissuré, mais qui fonctionne parfaitement. Elle connecte le câble au port de diagnostic du Scania sous le tableau de bord et attend que le logiciel démarre. Martial s'approche, curieux, malgré son scepticisme. « Jeune femme, ça va communiquer avec le protocole Scania ?» demande-t-il d'un ton qui connaît déjà la réponse. Ce système utilise une communication CAN à haute vitesse. N'importe quelle interface ne peut pas le lire. Thaïs ne le regarde pas. Elle garde les yeux fixés sur l'écran. « Oui, monsieur. J'ai programmé le logiciel basé sur le protocole J939. Il fonctionne avec Scania, Volvo, Mercedes, tous les poids lourds européens. » Henri laisse échapper un rire sarcastique. « Vous avez programmé une interface de diagnostic automobile ?» Son ton est d'une incrédulité absolue. « Jeune femme, cela demande des années d'études en ingénierie électronique. On ne peut pas simplement programmer une interface. » Mais alors, l'ordinateur portable émet un bip et l'écran se remplit de code. L'interface est connectée, elle lit le système. Henri reste silencieux, déconcerté. Thaïs commence à taper des commandes, ses doigts volant sur le clavier avec une vitesse surprenante. Des lignes et des lignes de code apparaissent à l'écran. Nombres, lettres, séquences qui pour les profanes ressemblent à des hiéroglyphes, mais qui pour ceux qui comprennent racontent toute l'histoire du moteur. Elle fronce les sourcils, concentrée, se mordant la lèvre inférieure en analysant les données. Les trois techniciens s'approchent, incapables de contenir leur curiosité, épisant par-dessus son épaule. P0335, P0340, P0605. Mathis murmure en lisant les codes à l'écran. Ce sont les mêmes codes que nous avons vus. Défaillance du capteur de rotation.
Défaillance du capteur de phase. Défaillance du module de commande. Tout est mort. Il hoche la tête, convaincu qu'elle arrivera à la même conclusion qu'eux. Mais alors, Thaïs fait quelque chose qu'aucun d'eux n'a fait. Elle va au-delà des codes principaux et commence à analyser les données en temps réel du système. Température du moteur, tension des capteurs, historique des pannes, séquence des événements. Ses yeux se déplacent rapidement sur l'écran, traitant les informations, établissant des connexions, et soudain elle s'arrête. Ses yeux s'écarquillent. Elle a trouvé quelque chose. Non, murmure-t-elle à elle-même, presque inaudible. Puis, plus fort, d'une voix ferme qui coupe l'air chaud comme une lame. Le problème n'est pas dans le module d'injection. Le silence est immédiat. Étienne fait un pas en avant, irrité. Comment ça, ce n'est pas le module? Les trois spécialistes ont dit que c'était le cas. Thaïs se lève, tenant son ordinateur portable, et se tourne pour leur faire face. Son visage est sérieux, professionnel, et il y a une confiance dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Regardez ici », dit-elle en tournant l'ordinateur portable pour que tous puissent voir l'écran. Le code P0335 indique une défaillance du capteur de rotation du vilebrequin, le capteur CKP, mais vous n'avez pas analysé la séquence des événements. Regardez ici, le P0335 est apparu en premier, seulement après les autres codes. Cela signifie que le capteur CKP a échoué en premier et ensuite l'ECU, qui est le module de commande du moteur, est entré en mode de sécurité. Henri croise les bras, sceptique. Et alors, quand le module grille, il génère aussi ce code d'erreur. Cela ne prouve rien. Mais Thaïs s'attendait déjà à cette objection. Elle retourne à l'écran et pointe une ligne de données spécifique. Ici, regardez. La tension de l'ECU est à 12,3 V, parfaitement normale. Si le module avait grillé, la tension serait nulle ou erratique. Et de plus, la communication CAN fonctionne parfaitement. Je parviens à lire tous les paramètres du système en temps réel. Si le module avait réellement grillé, je ne pourrais pas communiquer avec lui. Elle fait une pause, laissant l'information pénétrer. Ce qui s'est passé, c'est que le capteur CKP a grillé par surchauffe. Lorsqu'il tombe en panne, l'ECU ne peut plus connaître la position exacte du vilebrequin. Il coupe alors complètement le carburant pour protéger le moteur de tout dommage. C'est un protocole de sécurité. Ce que vous avez interprété comme un module mort est en fait le système de sécurité qui fonctionne parfaitement. Le silence qui suit est lourd et dense. Martial sort son téléphone de sa poche et commence à chercher frénétiquement, vérifiant les manuels techniques en ligne. Son visage devient pâle à mesure qu'il lit. « Mon Dieu », murmure-t-il. « Elle a raison. Le PB335 peut être causé par une défaillance du capteur, pas nécessairement du module. Je n'y avais même pas pensé. » Henri, toujours le plus arrogant, tente de se défendre. Mais même si c'est le capteur, il n'y a pas moyen de le changer ici. Nous n'avons pas la pièce. Ça reviendra au même. Il faudra appeler une dépanneuse. Thaïs esquisse un petit sourire, presque timide, et se penche pour prendre sa mallette d'outils. Elle l'ouvre et en sort un capteur CKP neuf, encore dans son emballage scellé. « Je porte toujours ce capteur avec moi », explique-t-elle d'une voix calme. Ce capteur grille beaucoup sur les routes poussiéreuses, surtout quand le camion est lourdement chargé et qu'il force beaucoup. C'est l'une des pannes les plus courantes chez Scania qui roule dans le sud-ouest. J'ai déjà changé ce capteur une quinzaine de fois ces 2 dernières années. La révélation les laisse tous sous le choc absolu. Étienne, qui jusqu'à présent avait les bras croisés et un sourire moqueur sur le visage, sent son sourire s'évanouir. Son expression passe du sarcasme à quelque chose qui ressemble à de la peur. Peur d'avoir tort, peur d'avoir humilié quelqu'un qui en réalité savait exactement ce qu'elle faisait. Thaïs se penche et commence à ramper sous le camion. L'asphalte est si chaud qu'il brûle même à travers sa salopette. L'odeur de diesel et de vieille graisse envahit ses narines. Elle localise le capteur sur le bloc moteur, fixé par 2 vis à laine de 6 mm. Ses mains travaillent avec une précision chirurgicale. Elle déconnecte soigneusement le faisceau électrique.
desserrez les deux vis. Retire le vieux capteur qui est visiblement brûlé avec les bords fondus. « Regardez !» crie-t-elle dessous le camion, tendant le bras pour montrer le capteur brûlé. « Vous voyez, c'est fondu, c'était bien une surchauffe. » Les hommes se penchent pour voir, et la preuve est irréfutable. Mathis déglutit, réalisant l'erreur colossale qu'ils ont commise. Thaïs installe le nouveau capteur, serre les vis au couple correct, reconnecte le faisceau électrique et rampe hors-dessous le camion. Elle est couverte de graisse de la tête aux pieds, le visage en sueur et sale, mais ses yeux brillent de détermination. Elle retourne à l'ordinateur portable, se reconnecte et, avec quelques commandes rapides, réinitialise tous les codes d'erreur du système. « C'est bon », dit-elle en fermant l'ordinateur portable. « Maintenant, quelqu'un peut-il tourner la clé, s'il vous plaît ?» Étienne est paralysé, incapable de bouger. Son visage est pâle maintenant. Toute l'arrogance s'est évaporée comme de l'eau sous le soleil du sud-ouest. C'est Martial qui monte dans la cabine du Scania, les mains tremblantes. Visiblement, il met la clé dans le contact, respire profondément et tourne. Pendant une seconde qui semble durer une éternité, rien ne se passe. Juste le clic de la clé qui tourne, le bourdonnement électrique des systèmes qui s'éveillent. Thaïs retient son souffle, ses doigts serrant la sangle de sa mallette à outils avec tant de force que ses jointures blanchissent. Les 15 hommes autour sont dans un silence absolu. Le genre de silence lourd qui précède quelque chose de grand, quelque chose de définitif. Même les cigales semblent avoir cessé de chanter, comme si la nature elle-même retenait son souffle avec tous ceux qui étaient là. Et puis, comme un coup de tonnerre déchirant le ciel clair, le moteur Scania rugit à nouveau. Le son est profond, puissant, viscéral. Ce n'est pas seulement un moteur qui démarre, c'est une résurrection mécanique, un cœur d'acier qui recommence à battre à plein régime. Les 580 chevaux de puissance s'éveillent d'un coup, faisant vibrer tout le camion, l'échappement libérant un nuage de fumée noire qui se dissipe rapidement, révélant un fonctionnement parfait. Le rugissement se stabilise en un ronronnement grave et constant. Le plus beau son que Thaïs ait jamais entendu de sa vie. C'est le son de la victoire. C'est le son de la rédemption. L'explosion de réaction est instantanée et chaotique. Les 15 hommes explosent en cris d'incrédulité absolue. « Mon Dieu, je n'y crois pas, le camion a démarré, elle a réussi, comment est-ce possible ?» Certains sautent, d'autres applaudissent, d'autres restent simplement immobiles, les mains sur la tête, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Le chauffeur routier corpulent en débardeur qui se moquait d'elle crie maintenant « Jeune femme, vous êtes un génie, un génie !» Un autre s'approche en courant. « Mademoiselle, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je veux que vous soyez ma mécanicienne. » Martial descend de la cabine du Scania, les jambes tremblantes, le visage transfiguré par une expression qui mêle choc, admiration et honte profonde. Il marche vers Thaïs comme un homme en transe, la regardant comme s'il voyait un fantôme ou un ange, ou quelque chose qui défie toute sa compréhension du monde. « Jeune femme !» commence-t-il d'une voix étranglée. « J'ai 3 certificats internationaux. J'ai travaillé 15 ans avec des moteurs lourds et je n'ai pas vu ce que vous avez vu. Sa voix se brise. Je vous ai sous-estimé. Pardonnez-moi. » Henri, le Lyonnais arrogant avec ses certifications Bosch et Scania Suède, est complètement pâle, en sueur froide, malgré la chaleur étouffante. Il regarde Thaïs, puis le camion qui tourne, puis de nouveau Thaïs, comme s'il ne parvenait pas à relier les deux réalités. « C'est impossible !» murmure-t-il à lui-même. « Elle ne peut pas avoir fait ça avec cet équipement fait maison, sans formation formelle. » Mais la preuve est là, rugissante, impossible à nier. Le moteur que 3 spécialistes certifiés ont déclaré mort est vivant, fonctionnant parfaitement, réparé par une jeune femme de 20 ans avec un vieil ordinateur portable et une mallette rouillée. Matisse, l'Argentin qui a été peut-être le plus cruel avec ses mots sur le travail d'homme, jette sa cigarette par terre et l'écrase avec force sous la semelle de sa botte. Il s'approche de Thaïs, les yeux embués.
Une émotion pure imprimée sur son visage hâlé par le soleil. « Ma petite, dit-il d'une voix rauque retenant ses larmes, j'ai été très prétentieux avec vous, très arrogant. J'ai une sœur en Argentine qui est aussi mécanicienne et elle subit les mêmes choses que vous, les mêmes humiliations, et je ne l'ai jamais défendue comme il le fallait. Vous voir m'a fait la voir, m'a fait voir que je fais partie du problème. » Une larme coule sur son visage ridé. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Vous avez un talent incroyable, mais c'est Étienne que tout le monde regarde maintenant. L'homme corpulent est arrêté à 3 mètres de distance, complètement immobile, comme une statue de sel. Son visage a pris toutes les couleurs possibles au cours des 5 dernières minutes. Rouge de rage, blanc de choc, et maintenant il est d'un ton grisâtre qui suggère qu'il pourrait s'évanouir à tout moment. Ses mains tremblent visiblement le long de son corps, et il y a quelque chose dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. La terrible conscience qu'il a commis une erreur grotesque, irréparable. Le silence s'établit à nouveau quand quelqu'un de la foule crie « Et alors, Étienne, où est ce que vous avez promis ?» Un autre ajoute « Un pari est un pari. »« C'est dit et fait !» crie un troisième d'une voix mêlant amusement et justice. « Il est temps de s'agenouiller, mon gars !» Étienne fait un pas en avant, puis un autre, comme un condamné marchant vers l'échafaud. Ses yeux rencontrent ceux de Thaïs, et à ce moment, quelque chose se brise en lui. Ce n'est pas seulement la défaite du pari, c'est quelque chose de bien plus grand et de plus profond. C'est la conscience soudaine et brutale de ce qu'il est devenu, de comment son arrogance, son préjugé, son besoin maladif de se sentir supérieur l'ont transformé en un homme capable d'humilier publiquement une jeune femme qui ne voulait qu'aider. Il arrive devant Thaïs et s'arrête. Les 15 hommes forment un cercle autour d'eux, témoins silencieux de ce moment de justice cosmique. Le moteur du Scania continue de ronronner en fond. Une bande-son parfaite pour ce qui est sur le point de se produire. Étienne regarde le sol, ses chères bottes caterpillar, s'enfonçant légèrement dans l'asphalte ramolli par la chaleur. Et puis, lentement, avec une difficulté qui semble physique, il plie les genoux. Le son des genoux d'Étienne heurtant l'asphalte chaud de la N10 résonne comme un gong. C'est un son que tous les présents se rappelleront le restant de leur vie. L'homme corpulent, qui il y a une demi-heure riait cruellement et se moquait de la mécanicienne de bord de route, est maintenant à genoux sur le sol, sous le soleil implacable de la campagne, devant la jeune femme qu'il a tenté de détruire avec ses mots. « Pardonnez-moi, jeune femme », dit-il d'une voix étranglée, épaissie par une émotion qu'il ne peut plus contrôler. Des larmes commencent à couler sur son visage rouge, laissant des traces propres sur sa peau, couverte de poussière. « J'ai été un ignorant, un homme plein de préjugés. Je vous ai jugé sur votre apparence, sur votre origine, sur votre accent. Je vous ai regardé, et je n'ai vu qu'une pauvre fille de la campagne. Et pas une seule seconde je n'ai pensé que vous pouviez être compétente, que vous pouviez en savoir plus que moi, plus que les spécialistes que j'ai engagés. » Sa voix se brise complètement. « Et vous, nom d'une pipe, vous êtes plus compétente que nous tous réunis. Vous avez vu ce que 3 spécialistes certifiés n'ont pas vu. Vous avez réparé ce que nous avons tous dit être impossible. Et je vous ai humilié devant tout le monde. J'ai ri, je me suis moqué de vous. J'ai essayé de vous faire vous sentir petite, inférieure. » Il sanglote, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par spasme. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Thaïs le regarde, et pour la première fois depuis son arrivée, des larmes inondent ses yeux. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse ou de douleur. Ce sont des larmes d'une fierté si profonde, si intense, qu'elle ne tient pas dans sa poitrine. Ce sont des larmes de soulagement, de validation, de justice enfin rendue. Mais plus que tout, ce sont des larmes de mémoire. « Vous savez, » commence-t-elle d'une voix tremblante d'émotion, « mon grand-père maternel s'appelait Célestin Dubois. Il est né ici, dans le sud-ouest, dans une famille si pauvre qu'il n'avait parfois rien à manger. Quand il avait 18 ans, il a pris une valise en carton, y a mis tout ce qu'il possédait et est parti à Paris tenter une vie meilleure.
Il a travaillé comme maçon, portant du ciment, mélangeant du mortier, érigeant des bâtiments sous un soleil qui brûlait comme celui-ci. La foule autour est dans un silence absolu. Chaque homme est suspendu à chacun de ses mots. Étienne reste à genoux, le visage levé vers elle, les larmes coulant sans arrêt. « Vous savez ce que les Parisiens lui faisaient ?» continue Thaïs, sa voix devenant plus forte. Ils se moquaient de son accent, l'appelaient provincial, péquenot, plouc. Ils disaient que les gens de la campagne étaient paresseux, qu'ils ne savaient pas bien travailler, qu'ils étaient stupides, ignorants. Mon grand-père écoutait tout cela en silence, tout en portant des sacs de ciment de 50 kilos sur le dos, montant des escaliers, travaillant 10-12 heures par jour. Elle essuie les larmes de son visage avec le dos de sa main sale de graisse. Mais vous savez ce qui s'est passé. C'est mon grand-père, avec ses mains de provincial qu'il méprisait, qui a aidé à ériger certains des plus beaux bâtiments de l'avenue des Champs-Élysées. Ces bâtiments dont les Parisiens sont si fiers ont été construits avec la sueur de gens du Sud-Ouest, comme mon grand-père. Et aujourd'hui encore, ils sont là, solides, forts, prouvant que les gens du Sud-Ouest ne savent pas seulement travailler, mais travaillent mieux que beaucoup d'autres. Des murmures d'approbation surgissent de la foule. Certains hommes hochent la tête, d'autres s'essuient discrètement les yeux. Mathis pleure ouvertement maintenant, sans aucune honte. « Ah, mon grand-père m'a élevé, » continue Thaïs. « Ma mère est morte quand je suis né et mon père est parti. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Il n'avait pas d'études formelles, mais il avait une sagesse qu'aucun livre n'enseigne. Et il me disait toujours, ma petite, ne laisse jamais personne te rabaisser à cause de là où tu viens. La force des gens du Sud-Ouest n'est pas dans le corps, pas dans l'argent, pas dans les diplômes. Elle est dans la détermination, elle est dans l'obstination, elle est dans la foi que le travail honnête finit toujours par l'emporter. » Elle s'arrête, respirant profondément, essayant de contrôler l'émotion qui menace de déborder. Il est mort il y a 3 ans, d'un cancer. Mais avant de mourir, il m'a fait promettre une chose, que je n'abandonnerai jamais mes rêves juste parce que quelqu'un me dirait que je ne pouvais pas, que je n'étais pas assez bonne, que je n'avais pas le bon profil. Elle regarde directement Étienne. « Alors j'accepte vos excuses, monsieur, je les accepte de tout cœur, car mon grand-père m'a appris que garder de la rancœur ne fait que nous empoisonner de l'intérieur. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci, et souvenez-vous-en bien. Ne jamais, jamais juger personne sur son origine, son apparence, son accent, car ce sont des gens comme mon grand-père, des gens humbles, des gens sans diplôme, des gens que vous regardez de haut, qui ont construit cette France. Ce sont les maçons du Sud-Ouest qui ont érigé Paris. Ce sont les agriculteurs sans terre qui ont nourri ce pays. Ce sont les femmes de ménage qui ont élevé les enfants de gens riches, tout en laissant leurs propres enfants à la maison. Ces gens que vous méprisez, ces gens sont la colonne vertébrale de ce pays. Le silence qui s'ensuit est sacré, révérencieux. Et puis, lentement, l'un des chauffeurs routiers commence à applaudir, puis un autre et un autre. En quelques secondes, les 15 hommes applaudissent, une ovation qui grandit et se répand, certains sifflant, d'autres criant « Ça, bravo, vive le Sud !» C'est une célébration non seulement de la compétence de Thaïs, mais de tout ce qu'elle représente. Dignité, persévérance, refus d'être rabaissé. Étienne reste à genoux, mais maintenant il tend ses mains tremblantes, et dans un geste qui prend Thaïs par surprise, il tient les siennes. « Laissez-moi faire quelque chose pour me racheter, » implore-t-il d'une voix désespérée. « S'il vous plaît, j'ai besoin de réparer ça. Laissez-moi payer pour le service. Laissez-moi. » Il déglutit. « Venez déjeuner avec nous, s'il vous plaît. Nous voulons vous connaître vraiment. Non pas l'idée préconçue que nous avions de vous, mais vous, la vraie. » Thaïs le regarde. Elle regarde les 3 techniciens qui l'observent maintenant avec un respect sincère. Elle regarde les 15 chauffeurs routiers qui ont tout vu. Et elle voit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Un remords réel, une volonté sincère de changer, d'apprendre, d'être meilleure.
Et elle pense à son grand-père, à la façon dont il pardonnait toujours, donnait toujours des secondes chances, croyait toujours que les gens pouvaient changer. « D'accord », dit-elle avec un sourire petit mais sincère. « J'accepte. Le restaurant de bord de route est à 3 kilomètres de là, un établissement simple appelé Les Saveurs du Terroir, avec des murs peints en blanc et jaune délavés par le soleil, des tables en bois brut, des chaises dépareillées, des ventilateurs de plafond qui tournent lentement, poussant l'air chaud d'un côté à l'autre. L'odeur de viande grillée et de plats typiques du terroir imprègne l'ambiance, mêlée à l'arôme de café fort bouillant sur la cuisinière à bois. C'est le genre d'endroit qu'Étienne n'aurait normalement même pas regardé, encore moins dans lequel il serait entré. Mais aujourd'hui, il entre et s'assied à table, avec une humilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ils sont 6 autour de la grande table. Thaïs, Étienne, Martial, Henri, Mathis et le propriétaire du restaurant, Monsieur Raymond, un homme de 60 ans qui a insisté pour se joindre à eux lorsqu'il a appris l'histoire. La nouvelle de ce qui s'est passé sur la route s'est déjà répandue, car à la campagne, les nouvelles volent plus vite que le vent dans la garrigue. Monsieur Raymond a apporté le meilleur qu'il avait, de la viande grillée, du riz, une salade composée, une purée rustique et du Coca-Cola glacé dans des verres couverts de condensation. Pendant les premières minutes, personne ne parle beaucoup, seulement le son des couverts dans les assiettes, les gens qui mâchent, le ventilateur qui grince. Mais le silence n'est pas inconfortable, il est réfléchi. Chaque homme là-bas traitant ce qu'il vient de voir, ce qu'il vient d'apprendre sur lui-même. C'est Étienne qui rompt finalement le silence, posant sa fourchette dans son assiette et regardant directement Thaïs. « Je dois vous raconter une chose », commence-t-il d'une voix basse, très différente de cette voix grave et autoritaire de la route. « Je ne suis pas né riche, je suis né pauvre dans une petite ville près de Lyon, dans l'est de la France. Mon père était chauffeur routier, ma mère lavait le linge à l'extérieur, nous vivions dans une maison en bois avec 3 pièces et 6 frères et sœurs. » Il regarde ses propres mains, comme s'il les voyait. « J'ai étudié le soir en travaillant le jour dans un atelier mécanique comme vous. Je sais ce que c'est d'avoir de la graisse sous les ongles. Je sais ce que c'est d'être regardé de travers à cause de vêtements usés. » Sa voix devient plus grave. « Mais quand j'ai réussi à monter, quand j'ai fait des études, obtenu de bons emplois, un salaire élevé, une camionnette importée, j'ai oublié d'où je venais. Pire que ça, j'ai commencé à mépriser les gens qui me rappelaient ce que j'avais été, comme si, en les humiliant, j'effaçais mon propre passé. » Thaïs écoute en silence, voyant pour la première fois l'être humain derrière l'arrogance. Étienne s'essuie rapidement les yeux avec sa serviette, essayant de dissimuler les larmes qui s'obstinent à revenir. « Aujourd'hui, vous m'avez donné la plus grande leçon de ma vie. Vous m'avez montré que je suis devenu exactement le genre de personne que je détestais quand j'étais jeune. Ces gens qui me regardaient avec dégoût quand j'arrivais à la faculté avec mes vêtements de travail. » Il déglutit. « Je suis vraiment désolé, et je veux essayer d'être une meilleure personne à partir de maintenant. » Martial se racle la gorge, visiblement ému par la confession d'Étienne. « Je dois aussi admettre une chose, » dit-il avec un accent parisien plus doux. « Maintenant, je vous ai sous-estimé pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous êtes une femme. J'ai grandi en entendant que la mécanique est une affaire d'hommes, que les femmes n'ont pas la force, la patience, le don pour ça. C'est un préjugé enraciné en moi depuis l'enfance. » Il hoche la tête honteux. « Et deuxièmement, parce que vous êtes du Sud-Ouest. À Paris, on grandit en entendant des blagues sur les provinciaux, ces blagues idiotes qui font croire que les gens de la campagne sont stupides. Et j'ai ri de ces blagues. J'ai raconté ces blagues. » Sa voix se brise un peu. « Mais aujourd'hui, vous avez prouvé que l'intelligence n'a pas de genre et n'a pas de région. Vous êtes une meilleure mécanicienne que moi et j'ai 15 ans de profession. Henri, le plus arrogant de tous, touille sa nourriture sans manger, luttant clairement contre la fierté qui tente encore de résister en lui. Mais finalement, il lâche sa fourchette et regarde Thaïs. « Je suis lyonnais », commence-t-il d'une voix tendue.
Et à Lyon, on se croit meilleur que tout le monde. On regarde le Sud-Ouest comme si c'était un autre pays, un pays plus en retard, moins développé. On oublie que Lyon a été construite par les gens du Sud-Ouest. Il s'arrête, respirant profondément. J'ai 3 certifications internationales. J'ai étudié en Allemagne. J'ai toujours pensé que le diplôme était synonyme de compétence. Mais aujourd'hui, vous m'avez prouvé que l'expérience pratique, le dévouement et l'intelligence naturelle valent plus que n'importe quel papier encadré au mur. Matisse, qui s'était déjà excusé sur la route, reprend la parole. Et je veux aussi dire quelque chose. En Argentine, nous avons le même problème avec les femmes dans les métiers techniques. Ma sœur s'appelle Lucie. Elle a 32 ans et elle est mécanicienne à Buenos Aires. Elle souffre tous les jours de ce que vous avez souffert aujourd'hui et je ne l'ai jamais défendue comme il le fallait. Je pensais aussi que c'était une affaire d'homme. Il essuie une larme qui coule sur son visage. Mais aujourd'hui, vous m'avez appris que j'avais tort, complètement tort. Thaïs écoute tout en silence, émue par la vulnérabilité de ces hommes qui, il y a une heure, semblaient des murs impénétrables d'arrogance. Et elle comprend quelque chose de profond. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont juste des gens qui portent les préjugés que la société a plantés en eux depuis l'enfance. Et peut-être, juste peut-être, ce qui s'est passé aujourd'hui peut commencer à arracher ses racines vénéneuses. C'est alors qu'Étienne fait la proposition. « Thaïs, dit-il d'une voix ferme, mais respectueuse, je veux vous offrir un emploi, non pas comme mécanicienne ordinaire, mais comme chef d'équipe technique de notre opération ici dans le Sud-Ouest. Un salaire de 12 000 € par mois, avantages sociaux complets, voiture de fonction et liberté totale d'embaucher et de former votre propre équipe. » Il se penche en avant. Vous choisissez qui travaille avec vous. Vous montez l'équipe comme vous l'entendez et vous me rapportez directement. Personne ne remettra jamais en question vos décisions techniques. Le silence qui s'ensuit est chargé d'attente. Tous les yeux sont rivés sur Thaïs, attendant sa réponse. Elle regarde son assiette, la nourriture qu'elle a à peine touchée, traitant l'ampleur de ce qui vient de lui être offert. 12 000 € par mois, c'est plus d'argent qu'elle n'a jamais rêvé de gagner de sa vie. C'est un changement de vie complet. Mais elle ne répond pas immédiatement, car Thaïs n'est pas une personne qui prend des décisions impulsives. Elle pense à son grand-père, à ce qu'il dirait. Elle pense à l'atelier de son oncle à Montauban. Elle pense à qui elle est et à ce qui compte vraiment. Thaïs reste silencieuse un instant, qui semble s'étirer comme la ligne d'horizon chaude de la campagne elle-même. L'air dans la pièce est lourd, non pas à cause de la chaleur, mais à cause du poids, du repentir que 5 hommes portent sur leurs épaules. Elle observe chaque visage, chaque expression marquée par une honte sincère et une réelle volonté de réparer l'erreur. Et quand elle parle enfin, sa voix est calme, mais empreinte de la fermeté de celle qui a appris à résister très tôt. « Monsieur Étienne, dit-elle, sans détourner le regard, j'accepte votre proposition, mais je ne l'accepte pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne l'accepte pas pour montrer que les femmes sont meilleures que les hommes, ou que les gens du Sud-Ouest valent plus que ceux de l'Est. J'accepte parce que je crois que vous êtes toujours de bonnes personnes, qui ont commis des erreurs, mais qui veulent faire les choses différemment. » Elle respire lentement, comme si elle laissait son cœur guider chaque mot. Et je veux être très clair sur une chose. Il y a beaucoup d'hommes dans la mécanique qui sont extrêmement compétents. J'apprends d'eux tous les jours. Je respecte énormément votre travail, vos études, votre expérience. Je ne veux pas être leader pour concurrencer. Je veux être leader pour montrer que la compétence n'a pas de genre, pas d'origine, pas de diplôme. La compétence a ses racines dans le caractère. Ces mots se posent sur la table, comme une douce pluie sur un sol sec. Les hommes sentent quelque chose s'éveiller en eux. Non pas une fierté blessée, mais une véritable humilité. Non pas la soumission de celui qui perd, mais la conscience de celui qui voit enfin clair. Étienne tend la main. La poignée de main qui suit n'a pas de défi, pas de dispute. C'est un partenariat, c'est une reconnaissance, c'est un début. « Bienvenue dans l'équipe », dit-il.
et l'émotion dans sa voix le surprend lui-même. La campagne poursuit son rythme, ferme et patient. Les mois passent comme les saisons, lentement, mais toujours en laissant une trace. 6 mois plus tard, le décor a changé. La N10 reste la même route droite, traversant le sud-ouest sous un soleil qui semble ne jamais se fatiguer. Mais au kilomètre 237, quelque chose de nouveau apparaît. Un entrepôt blanc et bleu, moderne, organisé avec de l'air conditionné à l'intérieur, des outils brillants et une pancarte qui affiche une fierté pure. Équipe technique Sud-Ouest, opération Scania. Et juste en dessous, écrit avec respect, leader technique Thaïs Dubois. À l'intérieur de cet entrepôt, 15 mécaniciens travaillent avec précision. L'équipe est un mélange que personne n'aurait osé imaginer auparavant. Des hommes et des femmes, jeunes et vétérans, des gens avec une formation et des gens formés par la vie, tous unis non par leur CV, mais par la compétence que Thaïs discerne dans chaque geste. Elle est au centre, enseignant à Jeanne, une jeune femme de 19 ans, aux mains fermes et aux yeux pleins d'une soif de connaissance. Thaïs explique chaque détail du système d'injection électronique avec la même patience que son grand-père Célestin avait quand il lui montrait, enfant, comment écouter le cœur d'un moteur. Étienne arrive au volant d'une simple Hilux. Il a abandonné le luxe, les excès, troqué l'ego contre le respect. Aujourd'hui, il salue chaque personne par son nom, s'informe de leur famille, rit, apprend de ceux qu'il méprisait autrefois. Le changement en lui est si profond qu'il semble être un autre homme. « Thaïs », l'appelle-t-il enthousiaste, « la direction a tout approuvé. Nous allons étendre le programme à 3 autres régions et ils veulent que vous dirigiez toutes les équipes. » Il sourit fièrement. « Vous êtes en train de changer toute l'entreprise à Lyon. Il vous appelle déjà la mécanicienne du Sud-Ouest qui a ressuscité le Scania. » Martial, Henri et Mathis travaillent à ses côtés comme s'ils étaient des élèves qui ont enfin trouvé la maîtresse dont ils avaient besoin. Martial enseigne à des jeunes de la région de Toulouse. Henri accompagne une mécanicienne originaire de Nîmes qui démonte des moteurs avec une habileté qui ferait rougir bien des ingénieurs. Mathis a même fait venir sa sœur Lucie pour un échange improvisé qui est devenu une véritable expérience de vie. Sur les routes, l'histoire est devenue un mythe. Chaque chauffeur routier la raconte à sa manière. Certains exagèrent, d'autres inventent des détails, mais l'essence reste intacte. Une jeune femme de 20 ans avec des outils simples et un courage gigantesque a fait ce que 3 spécialistes n'ont pas fait et a en prime donné une leçon d'humilité qui résonne encore aujourd'hui. Dans le tiroir encadré se trouve la photo de son grand-père Célestin. Chaque matin, Thaïs regarde le portrait et murmure « C'est pour vous, grand-père. La force que vous m'avez donnée est toujours là. Tant que je vivrai, j'honorerai votre nom. J'honorerai le Sud-Ouest et chaque personne qui a été jugée avant même de parler. » Et puis, fixant une caméra imaginaire, comme si elle était devant chaque femme qui doute d'elle-même, elle dit « Merci à celles qui écoutent mon histoire. Merci aux hommes compétents qui m'ont tant appris, mais je veux envoyer un message à chaque femme qui a été humiliée ou rabaissée. Ne laissez pas faire, n'acceptez pas. Votre origine ne définit pas votre talent. Votre apparence ne définit pas votre compétence. Ce qui vous définit, c'est votre dévouement. » Elle respire profondément et l'éclat dans ses yeux semble porter des siècles de force. Et pour les hommes, faites de la place, respectez, regardez au-delà des préjugés. Le talent n'a pas de genre, le travail honnête mérite le respect, d'où qu'il vienne, que Dieu vous bénisse. Avec un sourire qui est moitié campagne et moitié espoir, elle lève le poing et déclare « Vive le Sud, vive la France !» L'écho parcourt l'entrepôt, traverse la route et se répand dans toute la campagne, laissant dans l'air une vérité incontestable. La grandeur réside dans la dignité du travail et le respect de l'autre. C'est ce qui transforme le monde, une personne à la fois.